Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique, émission en direct pour nous permettre avec mes invités de commenter les derniers rebondissements de cette semaine politique inédite. Il y a 7 jours, à cette heure-ci, nous étions dans l'attente de la composition du gouvernement Lecornu 1 et nous voilà aujourd'hui à décrypter les enjeux du gouvernement Lecornu 2. Avec mes invités, René Pilato, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la première circonscription de la Charente, membre de la France Insoumise. Bienvenue à vous. À vos côtés, Elisabeth Louco, bonjour. Bonjour. Député de la première circonscription de la Vienne, membre d'Europe Écologie Les Verts. Et puis en face de vous, Jean-Marie Fievé, bonjour. Bonjour. Député de la troisième circonscription des Deux-Sèvres, membre de Renaissance. Alors depuis vendredi soir, un peu avant 22h, nous avons donc un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, le moine soldat, tel qu'il se décrit lui-même, qui retente sa chance avec, cette fois-ci, semble-t-il, une carte blanche de la part du chef de l'État. Jean-Marie Fievé, ce choix de reconduire Lecornu, c'est un choix par défaut vu le manque d'attractivité du poste ou c'est un choix de raison ? Non, je ne dirais pas que c'est un choix par défaut, pas du tout. C'est un choix réfléchi, je pense. C'est quelqu'un, Sébastien Lecornu, qui a travaillé pendant plusieurs jours, pendant 3 semaines, à rencontrer toutes les forces politiques pour échanger avec elles, pour également les syndicats. Et donc, il a pu rendre compte de chacun leurs attentes. Et grâce à ça, on va gagner beaucoup de temps pour justement que le prochain gouvernement qui va constituer dans la journée, j'espère, va pouvoir travailler tout de suite sur les demandes de chacun pour pouvoir trouver un consensus pour que tout le monde puisse avancer pour la France et les Français. Donc la démission lundi dernier, c'était un faux départ, rien de plus. Non, c'était un moment délicat où effectivement il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait, donc il a préféré démissionner. C'est quelqu'un, comme il le dit lui-même, un moine soldat, et donc il a une mission, il a un cadre. C'est quelqu'un qu'il faut reconnaître pour cette qualité justement, dire j'ai une mission, j'y vais au bout, si j'y arrive pas, je démissionne. Il n'a pas réussi, le président il a proposé de reprendre cette fonction. Il a donné son avis, donc il a donné son accord. Donc moi, je fais toute confiance en Sébastien Lecornu. Je le connais depuis très longtemps. Et c'est quelqu'un de très engagé et très droit et qui sait écouter pour bien entendre. Elisabeth Louco, est-ce que vous partagez le sentiment de Marine Tondelier, la chef de votre parti, qui dit que c'est une ultime provocation faite aux Français de reconduire Sébastien Lecornu ? C'est le sentiment qu'on a au premier abord. Enfin, c'est vraiment... Monsieur Lecornu n'a pas réussi en 3 semaines, 4 semaines à constituer un gouvernement satisfaisant, même pour ses alliés. C'est-à-dire que même pour ses alliés, les Républicains, le gouvernement proposé lundi dernier n'était pas satisfaisant. Et n'a pas réussi à proposer un budget. Je rappelle que la date limite constitutionnellement pour déposer un budget, c'est... en Conseil des ministres, c'est lundi. Demain. Demain, voilà. Donc il y a un moment, il va falloir se décider. Et il n'a pas réussi à discuter avec les oppositions de gauche, ou l'opposition de gauche. Qu'est-ce qui a changé depuis lundi dernier ? Rien. Et ce monsieur revient, et apparemment tout va changer. Bon. La semaine dernière, on me disait aussi que tout allait changer. Le gouvernement nommé par M. Lecornu, enfin choisi par M. Lecornu, a été le même à 2 noms près que le sortant. Donc c'est vrai que ça partait mal déjà. Et là, il semblerait d'après lui qu'il puisse faire les choses différemment, mais on ne comprend pas bien pourquoi. Il y a 0 portes qui ont été ouvertes à la gauche pendant les discussions de la semaine. Il revient et là, il est déjà en train de dire qu'il est prêt à redémissionner si les conditions sont à nouveau pas réunies. Enfin, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. René Pilato, vous partagez l'analyse de Mme Bellouco ? J'irais même plus loin. Que Lecornu soit renommé, ce n'était pas une surprise, puisque Macron ne veut que des fidèles autour de lui. Il n'a nommé que des macronistes tout au long de, je dirais, des 8 ans. Qu'il ne veuille pas donner la main à la gauche, on l'a vu, puisqu'il a tergiversé tout l'été après la dissolution de 2024. Et clairement, il ne voulait pas d'un gouvernement de gauche qui pouvait très vite détricoter tout son bilan qu'il avait mis en place pendant 8 ans pour un peu plus de justice sociale et pour aller chercher l'argent là où il est. Donc le Cornu 2, non, ce n'est pas une surprise parce que dans la logique de ce qui se dit, et après je prends ça avec des pincettes, oui, en effet, il avait travaillé pendant 3 semaines, en gros, à former un gouvernement. Il avait le budget Bayrou qu'il a un peu amendé, et donc le plus simple pour tenir les 70 jours de délai sur le budget, c'était de le reconduire, et il a tiré les leçons du clash qu'il y a eu avec Retailleau, et à partir de là, ça permettait effectivement, éventuellement, de passer par le trou de souris dont il espère pouvoir passer.
Le suspense de la fin de semaine dernière, c'était est-ce qu'on aura un Premier ministre de gauche? La réponse est non. Et pourtant, au sein même du socle commun, ce qu'on a appelé socle commun, il y avait des ouvertures. Est-ce que vous faisiez partie des députés qui auraient été d'accord de travailler avec un gouvernement dirigé par un Premier ministre de gauche? Alors, effectivement, moi j'ai mis dans la presse écrite, effectivement, j'étais prêt à travailler avec un gouvernement de gauche. Moi je suis toujours pour le en même temps. Ça fait toujours rire les gens quand je dis ça, mais je suis infidèle du en même temps. Et je pense que si tout le monde s'écoute et tout le monde veut bien travailler ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Alors que ce soit un Premier ministre de gauche, de droite, c'est pas gênant. À mes yeux, c'est pas gênant. À partir du moment où on a tous là envie de travailler pour la France et les Français et à leur trouver un budget, parce qu'aujourd'hui, on a 2 crises politiques très profondes aujourd'hui. Moi, j'avais annoncé dans la presse écrite fin août, hein, les 2 crises, elles sont là. La première crise, la crise politique, on est en plein dedans aujourd'hui. Elle est très, très intense. Et la crise qui va venir demain, et où j'espère pas, du moins qu'elle viendra. Crise économique, j'imagine. C'est la crise économique. Et là, ce ne sera pas une vague qu'on risque de se prendre. Si ça ne fonctionne pas, ce sera un raz-de-marée. Et là, j'ai très très peur pour les Français et nos entreprises. À l'heure où on se parle, donc, la composition du gouvernement n'est pas annoncée. Et pourtant, il y a urgence, vous l'avez dit, Madame Belloubet, puisqu'il faut en théorie qu'il y ait un Conseil des ministres, un dépôt du budget. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de gouvernement. Je regarde les urgences de l'Agence France Presse, il n'y en a pas. Qui peut rentrer dans ce gouvernement, sachant qu'il n'y aura pas les LR à coup sûr? Madame Belloubet. C'est une bonne question. Apparemment, les Républicains ont validé un soutien sans participation. Ils ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord de ce que l'on en sait. Il semblerait qu'on aille tout droit vers un nouveau gouvernement 100% macroniste ou 100% du centre. Donc sans le PS, puisque c'est eux qui pourraient faire pencher la balance? Pour l'instant, ils ont plutôt dit qu'ils n'iraient pas. Après, on ne sait jamais avec les socialistes. Mais là, leur demande était d'avoir un Premier ministre de gauche. Ce n'est pas le cas. Donc, à mon avis, ils n'iront pas. Nous, on n'ira pas, les écologistes. Évidemment, les insoumis n'iront pas. Donc, il va y avoir encore soit un gouvernement dit technique, mais ça n'existe pas, des gens qui ne sont pas politiques. Je veux dire, tout le monde est politique. On prend des options à un moment. Diriger la France, ce n'est pas juste une formule mathématique. Donc ça va forcément être des personnes qui ont une couleur politique, même s'ils ne sont pas encartés dans un parti. Et ça ne sera sûrement pas des gens de gauche, puisque Sébastien Lecornu l'avait exclu la dernière fois. Je ne vois pas pourquoi il en prendrait. Est-ce qu'un gouvernement technique, ce serait un moindre mal dans le contexte actuel? Je pense qu'effectivement, moi je me rappelle l'épisode Barnier. On en parlait en aparté tout à l'heure. L'épisode Barnier, ça a été un budget, il a laissé faire le Parlement. Vous parliez du « et en même temps ». Il y a eu « et en même temps » pendant toute la discussion budgétaire. On a fait un vrai travail parlementaire. À la fin, on est allé chercher 75 milliards, il n'en voulait que 40. On passait sous les 3% du PIB, donc au niveau du déficit, et on avait les moyens de réinvestir. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'entêtement du président de la République, qui est plus têtu que jamais, fait qu'il a obligé Barnier à déposer un 49.3. Et donc ce budget n'a pas été voté. Donc non seulement il ne voulait pas donner la main à la gauche, mais quand le Parlement a fait du en même temps, en travaillant dans le Parlement, on a mis tout ça à la poubelle. Donc moi je suis très méfiant. Si M. Lecornu fait la même chose, il s'engageait lui à pas déposer de 49.3, et s'il n'est pas censuré, je vous parlais d'un trou de souris, peut-être. Il y a un dossier qui dicte tout là dans les prochains jours, c'est bien sûr le projet de budget 2026 pour l'État. La Constitution dit que les parlementaires doivent disposer de 70 jours pour l'examiner et le faire adopter. Si on veut que la France ait un budget, donc au 1er janvier 2026, ça veut dire un dépôt de budget, on est d'accord, demain ou mardi maximum. Est-ce que cette urgence, elle vous préoccupe également, ou est-ce que vous vous sentez en quelque sorte obligé de faire des compromis pour éviter l'impasse qu'on a connue en fin d'année dernière? Non, je pense pas. Franchement, si on décale de 15 jours, 3 semaines et que le budget arrive la 3e semaine de janvier, je pense que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, tout ça va dire, bon ok, il y a un budget, il n'a pas été passé en force, on va accepter un décalage, et même si on déborde des quelques 70 jours, si c'est solide et si on travaille comme il faut, ça peut passer. On peut se passer de ce calendrier imposé? C'est vrai que l'Assemblée nationale est très stricte sur ce règlement, donc c'est un petit peu compliqué, mais effectivement, il faut savoir être souple dans le règlement par rapport au budget de la France. Et je pense que c'est effectivement, si on peut gratter 1 ou 2 jours, c'est pas très grave à mon avis personnel, mais il faut bien penser qu'il faut absolument qu'on ait un budget avant la fin de l'année. L'année prochaine, si on n'a pas de budget, on repart sur un budget actuel. Et le problème, c'est que tous les contrats que l'État pourrait passer seront suspendus.
Alors, dans ce budget, on détaille les engagements de l'État, aussi bien pour les recettes que pour les dépenses publiques. Et là, c'est là que le débat sur la réforme des retraites entre en jeu. Avant de connaître votre position sur une possible suspension de cette réforme, je propose d'écouter l'avis de citoyens interrogés sur le marché de Niort en milieu de semaine par Alain Darrégran et Cyril Paquier. Pour moi, c'est trop long. J'ai envie de partir maintenant parce que j'ai déjà la fatigue. Remettre l'âge à 62 ans comme c'était avant, ça serait très bien. Déjà, je pense que 62 ans, c'est déjà pas mal. J'avance un peu pas à pas et puis on verra plus tard. Je compte plus sur moi que sur le système. On met de l'argent de côté régulièrement, on fait attention et puis on avance dans la vie, on essaye de se construire un peu un niveau de vie et puis un patrimoine, quoi. Je vois difficilement revenir en arrière. Je le vois difficilement de toute façon parce qu'on a un problème de cotisation. Il faudra bien cotiser de toute façon. Si on veut des retraites, il faut travailler. Donc il faut des cotisants. Lisa Bellouko, si demain il y a la suspension de la réforme des retraites dans le projet de budget, ça veut dire que vous ne censurez pas le gouvernement ? Ça suffira pas. Ça suffira pas, et d'ailleurs c'est pas ce qu'on a mis sur la table, pas uniquement ce qu'on a mis sur la table. Monsieur Fievé a cité il y a quelques minutes 2 crises majeures, une crise politique, une crise économique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une crise environnementale et que là, on est en train de couper dans toutes les politiques environnementales, les quelques politiques environnementales des macronistes. Si on ne prend pas le sujet à bras-le-corps, demain, c'est des inondations partout en France et ça fait quelques années qu'on vit déjà ça. C'est pas délirant de dire ça, on sait ce que c'est. C'est des incendies tous les étés. De plus en plus dramatique dans des régions qui n'avaient jamais connu ça. Donc il y a un moment, le budget de la France, il doit aussi prendre ça en compte. Parce que ce serait peut-être un premier pas aussi, cette réforme. Mais, enfin, on est dans des crises majeures avec des gens qui meurent à cause des phénomènes climatiques extrêmes qu'on voit de plus en plus souvent. Et là, vous nous dites, Emmanuel Macron a ouvert la porte pour suspendre la réforme des retraites pendant 3 mois. 4 mois. En fait, début 2027, quoi. Bon, c'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. Donc il faut sûrement faire quelque chose sur la réforme des retraites parce que c'est un point de blocage. Il faut travailler à des recettes supplémentaires. Je rappelle que la taxe Zuckman, on l'a beaucoup attribuée aux socialistes, c'est quand même les écologistes qui l'ont fait voter. La taxe Zuckman a été votée en début d'année à l'Assemblée nationale pendant la journée d'initiative parlementaire des écologistes avec, bien sûr, un travail commun avec les Insoumis. Donc, on a une majorité à l'Assemblée nationale pour voter ces rentrées d'argent supplémentaires au budget. Donc ça, c'est une proposition, mais il y en a d'autres. Il va falloir travailler sur les recettes absolument. On ne peut pas juste dire on réduit les dépenses parce qu'on sait qu'on a un risque d'entrer en récession quand on réduit sur les services publics. Ce sont des gens, les fonctionnaires, je rappelle, ce sont des gens qui travaillent et qui consomment à la fin. Hein, donc si on réduit les fonctionnaires, on réduit la consommation. Enfin, ça a un impact direct sur l'économie réelle. Il faut être un petit peu sérieux là-dessus. Et par ailleurs, ils rendent des services à des gens qui sont en difficulté, à des gens qui sont isolés. La disparition des services publics, c'est aussi jeter dans une grande précarité ou maintenir en précarité tout un tas de personnes isolées. Donc il faut travailler sur tout ça. Des recettes, la crise environnementale et la suspension de la réforme des retraites. Si on reste sur les dépenses et cette réforme des retraites, pour la France Insoumise, c'est l'abrogation ou rien ? Alors, on va parler vraiment de mots très importants. C'est un droit à la retraite. C'est-à-dire que quand nous, on porte même la retraite à 60 ans, c'est un droit. Pour quelqu'un qui est un maçon, qui a commencé à 16 ans, quand il arrive à 60 ans, il a quand même fait 44 ans. Donc on lui donne le droit. Pour quelqu'un qui n'est pas usé par le métier, s'il veut partir plus tard, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est important. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Alors, il y a un rapport du Sénat qui montre qu'on a donné, sans contrepartie, 211 milliards par an aux entreprises. 211 milliards par an. Et nous avons constaté avec Éric Coquerel qu'il manque 62 milliards de rentrées depuis 8 ans dans les caisses de l'État par rapport aux cadeaux fiscaux faits aux plus aisés. Ça fait 270 milliards. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça représente ? Parce qu'on dit 270 milliards. Là, j'ai fait un calcul, ça représente 27 000 euros par an pour 10 millions de personnes. Quand on le dit comme ça et qu'on cherche des recettes, au-delà de la taxe les aides aux Zuckman, entreprises, c'est ce qui permet aussi de générer de l'activité économique. Sans contrepartie. Bien sûr qu'on peut aider les entreprises. Je crois plus à une aide par la commande publique pour avoir effectivement une préférence pour faire travailler les entreprises localement, plutôt les nôtres, pas de travail détaché. Quelque part, on a moyen d'utiliser ces 270 milliards autrement.
Jean-Marie Fiévier, on a beaucoup opposé, c'est vrai, dans les médias, le coût des réformes, la baisse de la dépense publique aux subventions qu'on a pu accorder au milieu économique. C'est un argument que vous entendez ? Oui, on peut le comprendre, qu'évidemment, on se dit on donne beaucoup d'argent aux entreprises. Les entreprises aussi, grâce à cet argent, elles produisent aussi. Et quand elles produisent, elles font rentrer des devises. Et ça qui est aussi important, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on a tendance à se dire on donne de l'argent pour rien. Mais ce n'est pas vrai. On donne toujours de l'argent pour quelque chose. Et derrière, il y a toujours des retours. Mais les gens qui ne sont pas trébuchants dans le coffre-fort de l'État, bien sûr. Mais le retour, il est quand même là. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont produire, ils vont le vendre. Et quand ils vont le vendre, ils vont faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est important. Moi, je vais revenir sur les retraites. Oui. Les retraites, c'est important. Vous étiez exprimé sur la pénibilité en particulier. Vous aviez déjà émis des réserves en 2023 sur cette réforme. Tout à fait, exactement. Et vous n'aviez pas voté pour le coup puisqu'il n'y a pas eu de vote. J'ai pas voté parce qu'il n'y a pas eu de vote malheureusement. Mais j'aurais été, c'est pour moi compliqué de voter ce texte effectivement. Parce que le problème, c'est l'âge de la retraite aujourd'hui. Et c'est vraiment ça le problème. Ça, c'est un sujet qui va être mis en débat dans la présidentielle 2027. Tous les candidats vont pouvoir prendre ce sujet à bras-le-corps et proposer leur vision de la future retraite, de la retraite, du système de retraite. Mais ce qui est important, il faut qu'ils expliquent aussi réellement où ils prennent l'argent pour financer. Aujourd'hui, l'âge moyen de la retraite en Europe, dans l'Union européenne, c'est 65 ans. La France, on est à 62, 64 demain, ou en cours du moins de passage. Effectivement, c'est le vrai sujet, il est là en fait. Comment on fait pour trouver le juste compromis pour l'âge de départ à la retraite aujourd'hui, qui est compliqué, mais aussi comment on le finance derrière. Aujourd'hui, il manque quand même 36 milliards d'euros pour financer les retraites. C'est l'État qui finance. Mais c'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, on était en 1946, 8 travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à peine 2 travailleurs pour un retraité. Donc il faut trouver de l'argent. Alors, où est-ce qu'on le trouve, ces nouvelles recettes, d'après vous ? Ce qu'il faudrait, on a beau dire ce qu'on voudra, mais la France, on est à 7,5% de chômage aujourd'hui. Si demain, on pouvait arriver à 5%, il n'y a plus de problème d'argent en fait, de l'État. C'est ça le souci. Moi, j'ai une circonscription, on est à 4,8% de chômage. Toutes mes entreprises cherchent du travail, sauf en ce moment, tout le monde se calme parce qu'ils ne savent pas où on va avoir une crise profonde. Mais je pense que si déjà on trouvait des solutions pour créer de l'emploi, mais créer de l'emploi, ce n'est pas en surchargeant les entreprises de taxes ou d'autres choses qu'on y arrivera. C'est au contraire, il faut trouver une solution. Il ne faut pas diminuer les charges actuelles, il faut les laisser comme elles sont. Par contre, il faut qu'on trouve une solution pour que les ouvriers, les collaborateurs puissent bénéficier de salaires plus importants, parce que moi, c'est mon cheval de bataille. Et ça, c'est important aujourd'hui que nos collaborateurs qui travaillent dans tous les domaines aujourd'hui, ils puissent mieux vivre. Et ça, c'est important pour pouvoir demain, justement, dépenser plus et faire rentrer plus d'argent. Et sans chômage, il n'y a plus de problème de dette. Il faut bien le penser. Si on descend à 5% de chômage, en moins de 5 ans, la dette est révolue en France. La semaine qui s'annonce, on l'a dit, reste pleine d'incertitudes. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit maintenant prendre la parole ? On attendait une prise de parole déjà en fin de semaine dernière. Isabelle Houcaud, est-ce que là, c'est le moment ? Ou est-ce que ça va brouiller davantage les cartes ? Pour dire quoi ? Si c'était pour dire qu'il a pris conscience de la situation, pris conscience de la crise et qu'il demande, et qu'il est prêt, en tout cas, à laisser le Parlement travailler dans sa diversité, à laisser des marges de manœuvre à la gauche, à laisser ses ministres ou son Premier ministre faire de vrais compromis avec les forces en présence et notamment la gauche, là, ça serait utile qu'il parle. Si c'est pour nous redire qu'il a tout compris, qu'il avait raison depuis le début et qu'il n'y a pas de problème, c'est pas la peine. Honnêtement, c'est pas la peine. Il faudrait... J'aimerais que le président de la République parviennent, mais c'est un vœu pieux, je le sais, mais parviennent à se remettre en question, à se questionner sur les 8 ans qui viennent de s'écouler, à se questionner sur la crise politique qu'on traverse. Il a une responsabilité dans ce qui se passe. Il ne peut pas se mettre au-dessus comme ça et dire « c'est pas moi, c'est juste que vous ne m'avez pas compris ». Il a une responsabilité, c'est lui qui nomme les premiers ministres, c'est lui qui a dissous l'Assemblée en 2024. Donc il est responsable de la situation, il faut qu'il se comporte comme quelqu'un de responsable. Pourquoi est-ce que la France insoumise continue de réclamer la démission du chef de l'État ? Est-ce que c'est la seule voie viable pour votre parti ? On ne peut plus faire confiance à M. Macron. C'est un menteur. Quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il n'y aurait plus de SDF. On est passé de 110 000 SDF à 350 000, dont 2 000 enfants et 30 qui sont morts. Donc, si M. Macron, comme vient de le dire ma collègue, ne prend pas conscience qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de pauvres et que sa politique de l'offre, du ruissellement ne fonctionne pas, quand on sait que les 500 familles les plus riches ont doublé leur patrimoine qui est passé de 600 milliards à 1200 milliards et qu'il y en a qui se privent parmi nos aînés avec un repas par jour, il y en a qui se privent pour faire manger leurs enfants. On parlait de prise de conscience.
si il ne prend pas conscience de ça, voilà, on ne croit plus Macron. Il avait dit, je rebondis par rapport à la retraite, il avait dit, quand il avait fait la campagne de 2022, où il n'avait pas de programme, il avait dit, mais on ne va pas demander aux gens d'aller après 62 ans, ils ont déjà plus de boulot à 55 ans, 58 ans, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait cette réforme avec Borne. Donc, quelque part, on ne peut plus croire Macron, et oui, on demande sa démission pour une seule chose. Je pense qu'on a déjà eu une dissolution. S'il y a une nouvelle dissolution, en 2027, il y aura un nouveau président, il y aura une nouvelle dissolution, c'est pas sérieux. Donc, l'ordre des choses, c'est une présidentielle, on donne une respiration démocratique par des projets qu'on va confronter, et derrière, une dissolution avec un élan pour donner une majorité au projet qui l'aura emporté. On a entendu Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui a réclamé une présidentielle anticipée une fois qu'il y aurait un budget. Gabriel Attal a dit qu'il ne comprenait plus le président de la République. Bruno Retailleau lui dit que les RR soutiendront un texte par texte le gouvernement sans y participer. Est-ce que le socle commun compte toujours 210 députés ? C'est le chiffre qu'a avancé Emmanuel Macron vendredi quand il a reçu les forces politiques. Oui, le socle commun existe toujours, bien sûr. Il y a des tensions internes, il ne faut pas le cacher les choses, hein, c'est exact. Mais Gabriel Attal, quand il a dit qu'on n'est pas le président, c'est bien pour un sujet bien précis. En fait, c'est par rapport au choix du Premier ministre que Gabriel Attal propose, lui, de faire le quoi avant le qui. Et c'est ça que le président n'a pas pris en compte, ce qu'il a dit Gabriel Attal. Ça a été interprété différemment par tout le monde, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il a dit ça seulement, et pas pour autre chose. Il ne faut pas mettre n'importe quoi dans le texte. Renaissance reste le parti présidentiel ? Le Renaissance est le parti présidentiel, tout à fait. Et je veux vous assurer que beaucoup sont très accrochés au président de la République, parce que c'est quelqu'un qui a révolutionné la France aujourd'hui. On va dire ce qu'on voudra. Aujourd'hui, les résultats, ils sont là. Les résultats, on a augmenté le salaire des profs, personne n'en parle. On a augmenté le salaire des personnels de santé, personne n'en parle. On a supprimé la taxe d'habitation, personne n'en parle. En 2,7, c'est 720 € de moyenne en moins par an à payer. Personne n'en parle de ça. Quand on a supprimé le zéro sur les lunettes, les oreilles et sur la vue, personne n'en parle non plus. Pourtant, on a fait, quand on prend le bilan en fait, de 8 ans, il est hyper positif pour la population, pour le citoyen lui-même. Et souvent, mes collègues parlent, ils ont raison, c'est leur façon de voir les choses. Ils parlent du global. Moi, je parle du citoyen français. À la base, chez nous, dans nos circonscriptions, comme mes collègues ils ont les mêmes problèmes que moi. Mais quand on parle avec eux, mais les Français, en fait, si politiquement, c'est vrai, Macron aujourd'hui n'est pas forcément dans les meilleures positions, le résultat, par contre, financier, ils en sont tous conscients que ça fonctionne. Vous continuez à défendre le bilan du chef de l'État. Je le défendrai tout le temps jusqu'au bout. Et jusqu'en 2027, qui restera jusqu'en 2027. Cette séquence politique semble aussi avoir fait voler en éclats le centre. Qu'en est-il à gauche ? Est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau Front populaire existe encore ? On n'a jamais été aussi proche. Non, et un peu de sérieux, chacun joue sa partition. On a une présidentielle qui approche, donc chacun essaye de... Et des municipales aussi. Tirer ses... Ouais, mais je sais même pas si ça joue tant que ça Enfin, en tout cas, chez les écologistes, nous, on s'organise commune par commune. On a un principe de subsidiarité. C'est pas Marine Tondelier qui décide dans chaque ville ce qu'on fait. Donc, pour nous, ça n'a pas trop de conséquences ou pas trop d'impact, les municipales. Après... Nous, on l'a toujours dit, on le dira toujours, les écologistes, on n'a pas varié. On pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Avec la France Insoumise et le Parti Socialiste. On parle à la France Insoumise, on parle aux communistes, on parle aux socialistes. On a vu tout le monde cette semaine. On pense qu'on peut s'entendre. On sait qu'on a des divergences, et c'est pas grave, en fait. Dans notre programme, je sais plus si c'était en 2022 ou en 2024, mais on avait cité nos divergences en disant, là, sur ce point-là, il faut qu'on avance parce qu'on n'a pas... réussi à se mettre d'accord. Et je trouve ça très honnête envers les Françaises et les Français qui sont amenés à voter. Ils savent que là, on ne s'entend pas forcément. Mais nous, on y croit toujours. On pense que c'est la solution. On pense en tout cas que dans le contexte actuel, nous avons besoin de travailler ensemble. Et puis, j'ai vu ce matin Olivier Faure qui ne l'excluait plus tout à fait en ayant une formule quand même assez alambiquée. Mais on pourrait avancer. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va quand même mieux que le reste des forces politiques. Avant de conclure, je voudrais quand même qu'on parle de l'union des droites, qui est l'autre conséquence politique. Je voulais juste ajouter, brièvement. Oui. Très brièvement, on travaille très très bien ensemble avec le groupe GDR, avec les écologistes à l'Assemblée nationale, et nous proposons, s'il y avait une dissolution, une nouvelle législative, que tous ceux qui se reconnaissent toujours dans le programme du NFP travaillent ensemble.
On n'a pas de souci là-dessus. Circonscription par circonscription. Il y a un sondage qui a fait beaucoup réagir en fin de semaine, c'est celui de l'IFOP. Quand on interroge notamment les électeurs potentiels LR sur une éventuelle liste commune avec le RN en cas de législative, 41% y sont favorables, 63% du côté des électeurs du RN. Est-ce que vous partagez le constat de dire que finalement, celle qui profite de cette crise, c'est Marine Le Pen ? Dans le monde actuellement, il y a une extrême droitisation, dans le monde entier, et notamment en Europe. Donc effectivement, alors je vais faire une parenthèse très rapide, le capitalisme pour se maintenir au pouvoir passera par l'extrême droite. Donc c'est dommage que la droite républicaine puisse les rejoindre, mais c'est comme ça. En 20 secondes, Marine Le Pen, grande gagnante ? Non, je ne pense pas. C'est que les Français, on l'a bien vu, quand il y a eu la dissolution, les élections législatives, ils se voyaient déjà gagnants, ils se voyaient déjà majoritaires. Ils ont tout perdu, en fait. Ils sont aujourd'hui que 125 et députés, même si c'est le plus gros groupe indépendant, bien sûr. Mais je ne pense pas que les Français seront à ce point-là pour voter pour les extrêmes, quels qu'ils soient. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter un mot sur l'extrême droite rapidement ? L'extrême droite monte en France comme partout en Europe. Emmanuel Macron a fait en sorte que ce soit le cas, il faut le dire. C'est son jeu depuis 8 ans de faire monter l'extrême droite pour se confronter. Aujourd'hui, on a 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont d'extrême droite. On a un ministre de l'Intérieur qui a mené des politiques d'extrême droite, qui a été validé par Emmanuel Macron. Donc la situation, c'est les conséquences de sa politique. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir accepté de participer en direct à cette émission Dimanche en politique. D'autres réactions d'ici quelques minutes dans Dimanche en politique. La suite avec Francis Letellier. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour Ici 12-13. À bientôt.